le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Facineri. Marie est thérapeute psychocorporelle. Après 30 ans de travail sur elle par le biais de différentes approches thérapeutiques, formations en psychologie et outils multiples, elle s'est alors installée dans une pratique professionnelle d'accompagnement et ne cesse depuis à la fois de poursuivre ses propres recherches et de soutenir celles et ceux qui aspirent au discernement et à l'harmonisation de leur existence. Elle pratique les constellations familiales. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Marie. Bonjour Julien. Bonjour Julien et bravo pour toutes ces activités que tu proposes et relais sans cesse. Merci à toi. Merci. Ouais, tu sais, moi, tu le sais, hein, je m'amuse. Hein, c'est vraiment, je pense avoir vraiment trouvé ma voie. Donc, je suis vraiment excité tous les matins de me réveiller et de participer à ce changement positif. Donc, pour moi, c'est que du bonheur, tout ça. Je sais et je partage cette posture. Alors, Marie, nous, on se connaît plutôt bien. Oui. Parce on se voit dans la vie de tous les jours aussi. Oui. Mais les gens te connaissent pas. Et donc, j'avais envie de réaliser ce live avec toi parce que d'une part, tu as réalisé ton premier livre et ça, c'est juste magnifique. Bravo. Et dans un deuxième temps, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de ton activité parce que on n'en parle pas assez. Et donc, je vais te laisser te présenter. Alors, bien. Qui es-tu, Marie ? Ok. Bon, déjà, en tout cas, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Et puis, à celles et ceux qui nous écouteront un peu plus tard parce que on est sur un rendez-vous en pleine journée, donc pas évident d'être là disponible. Alors, me présenter en quelques mots. Sur les grandes lignes, je dirais, sur le plan un peu personnel, j'aime bien poser d'abord cette base-là. Avant d'aller sur le pro, je vis dans les Cévennes, dans un très joli coin des contreforts des Cévennes, qui m'est cher, de plus en plus cher. J'ai un peu plus de 50 ans. Je suis maman d'une jolie jeune fille de presque 18 ans et je suis installée dans une vie affective très harmonieuse avec quelqu'un que tu connais bien et que pas mal de personnes connaissent également déjà, avec Stéphane Pérez, avec lequel d'ailleurs je partage également un pan important de ma vie professionnelle. On y reviendra probablement un petit peu après, mais il est vrai que c'est une caractéristique de notre couple conjugal d'avoir très très tôt, il y a environ une dizaine d'années, été pratiquement dans le premier semestre de notre rencontre d'ailleurs, aspiré dans une forme de nécessité, en tout cas de co-création d'un support de travail. On a bâti à ce moment-là très très vite un cycle de stages thérapeutiques qu'on a co-animé ensuite quelques années durant. On en reparlera également un peu plus tard probablement. Du coup, ça me conduit à dire quelques mots en effet sur l'aspect un peu plus pro, complètement pro. Donc, je suis thérapeute psychocorporelle depuis plus de 10 ans. J'exerce un peu comme toi, tu vois, ce métier avec passion qui me comble littéralement. C'était un métier qui me passionnait déjà avant, dans ma vie d'avant, qui d'ailleurs m'a été grandement utile pour franchir les étapes qui ont été nécessaires, traverser en tout cas les parts d'ombre et clarifier ce qui pouvait l'être. Et puis, et aujourd'hui que je me suis formée et que je suis à cet endroit avec beaucoup de gratitude d'ailleurs de l'accompagnement d'autrui, et que probablement d'ailleurs je serai jusqu'à la fin de mes jours dans cette incarnation-là. Voilà, je crois que je réalise à nouveau, je refais une passerelle vers toi, je réalise ce qui me semble
euh, le plus utile, ce qui m'est le plus cher en tout cas, de pouvoir contribuer à ces parcours individuels, hein, soutenir, aider, montrer des espaces, des passages pour, on va dire, un mieux vivre individuellement et évidemment dans une dynamique plus large qui rejoint le collectif et on pourrait dire l'humanité sans prendre des termes grandiloquents. Voilà. Magnifique. Je vais montrer à l'écran le livre que tu as réalisé, qui t'a demandé combien de temps de travail pour réaliser ce bouquin? Alors, l'histoire de ce livre, elle est un peu, je trouve, maintenant qu'il est terminé et que du coup, il s'envole tout seul sans moi et je commence un peu à me reposer, elle est un peu particulière parce que il a été écrit de façon très rapide, en fait. Il était en gestation depuis longtemps. Je pourrais dire que depuis de nombreuses années, non pas cette thématique-là en particulier, mais l'envie, la gourmandise, en fait, de mettre en matière un récit qui aurait pu être une biographie, qui aurait pu être un roman, qu'importe, qui probablement de toute façon allait toucher le travail d'introspection, ça j'en doute pas, mais en tout cas, je n'avais pas en tête il y a bon nombre d'années cette idée précise de ce qui maintenant est là entre mes doigts, je l'ai là tout proche, le livre. J'ai commencé la première phrase de ce livre au premier jour du confinement. Il était en gestation, je viens de le dire, depuis longtemps. Il a traversé plusieurs formes un petit peu plus ou moins floues et puis s'est concrétisé au premier jour du confinement, du premier confinement de ce printemps, enfin fin d'hiver-printemps. Et je dirais, on va pas parler de l'actualité ni de politique, mais en dehors de tout ce que représente cette étape qui nous a rendu, en tout cas, tenus prisonniers pendant quelques semaines. On l'a tous vécu de façon très différente. Je peux dire qu'à mon endroit, ça m'a ouvert un espace, ça m'a offert un espace, une expérience en tout cas d'écriture dont je rêvais depuis très très longtemps, à savoir de pouvoir être totalement délestée de toute activité, de toute charge. J'ai tout mis au ralenti, j'ai tout mis sur pause. Je sais que bien d'autres personnes ont pu le faire aussi et savourer cette période insolite, même si on sait aussi que bien d'autres l'ont vécu durement. Et donc, pendant toute la période de ce confinement, je suis restée attelée entre 8 et 10 heures par jour, chaque jour, sans les compter. Peut-être un tout petit peu, une fois que le compte à rebours arrivé, là, il y a une sorte d'urgence qui s'est mise en place parce que le livre n'était pas terminé. Je l'ai terminé pour tout décrire. Je l'ai terminé mi-août. Donc voilà, il s'est écrit en très peu de temps d'une certaine manière et au-delà du contenu, on va en parler juste après, qui m'est très très cher. J'ai plaisir de partager combien cette situation m'a offert cette expérience passionnante en fait de simplement plonger dans un espace d'écriture, dans un état d'être en fait. Une alliance avec le fait d'écrire, ça a été passionnant pour moi. J'ai adoré cette période. Ah, j'imagine. Qu'est-ce que tu entends par le titre « Quand un passé ne passe pas » ? Bon, eh bien, on entre dans le cœur du sujet. C'est un titre qui me plaît énormément. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à mon cher et tendre Stéphane Pérez, qui lui également, merci de présenter son ouvrage, qui lui également, en effet, a écrit et travaillé pour cette même cause. C'est lui qui m'a soufflé, en fait, ce titre, « Quand un passé ne passe pas ». On parle beaucoup, énormément, et effectivement, à un moment donné, on a échangé sur les titres qui pouvaient se présenter, et il a tout simplement offert cette proposition, et tout de suite je l'ai adoptée et je l'aime vraiment énormément. Ça synthétise, je crois, de façon parfaite ce dont il est question. Eh bien, ça raconte quoi ? De façon très simple, au fond, et qui concerne, à mon avis, alors plus ou moins chaque personne qui chemine, nous avons tous dans notre histoire, dans notre vécu, alors soit personnel, à savoir avoir vécu en propre une expérience, et puis on va dire des expériences
et qu'on pourrait aussi appeler des épreuves, ou qu'on pourrait appeler des étapes, ou qu'on pourrait appeler, qu'importe, tu vois, la terminologie, mais en tout cas, des expériences de vie qui ont pu être douloureuses. N'entrons pas dans les détails maintenant de quel type d'expérience, mais elles sont évidemment nombreuses, tu en doutes pas, et je pense que chacun comprendra où je parle. Et en l'occurrence, qu'il s'agisse d'expériences vécues en propre, donc à partir de mon enfance, en tout cas aussi loin que je puisse me souvenir, et encore que si j'en ai perdu la mémoire, puisque l'amnésie vient souvent frapper les personnes qui ont été aspirées dans une épreuve difficile, douloureuse, traumatique. Mais la mémoire peut se retrouver à force de travail, ou bien que ce soit sur on va dire des passés, des vécus, des expériences qui concernent ma lignée paternelle ou ma lignée maternelle, à savoir ce qu'on appelle les mémoires transgénérationnelles. Je ne les ai pas vécues en propre, mais j'en suis d'une certaine manière héritière, plus ou moins loyale d'ailleurs. Eh bien, lorsque ces différents vécus n'ont pas été traités, n'ont pas été pacifiés, n'ont pas été digérés, n'ont pas été intégrés, eh bien, d'une certaine manière, ils ne passent pas. Ils restent là, enfouis quelque part, de façon consciente ou non consciente, assez souvent non consciente d'ailleurs avec les années, ou en fonction de l'intensité du choc qu'ils ont pu produire. Mais quoi qu'il en soit, il reste agissant dans le subtil. Et d'une certaine manière, cette force agissante est une limitation à notre épanouissement. Voilà comment je pourrais, tu vois, d'une manière un peu générale, répondre à ta question. Ouais, je vois. Mais c'est effectivement ce qu'on a pu vivre. Alors peut-être ça pourrait être intéressant de donner les exemples que tu donnes justement dans le bouquin. Ces étapes dans nos vies qui peuvent être ne pas évidentes, comme tu le dis. Et comment faire après en tant que enfant ou jeune adulte ou adulte justement pour les traiter, pour peut-être s'apercevoir que ça a un impact dans nos vies. Peut-être que ça pourrait être intéressant que tu cites au moins ces 9 exemples. Hein, c'est ça que tu as choisi, oui. Dans le livre. Ouais. Oui, ces 9 récits, je vais en parler, mais tu vois, ce que tu abordes juste avant, c'est intéressant. Effectivement, on n'est pas tous saisis de la même manière, en fait, quand tu as entamé ou pas un travail sur soi. Il y a des personnes qui... voilà, on a tous évidemment un bagage différent, on a tous un niveau de conscience différent, un cheminement différent. Bon, voilà, ça, c'est pas très nouveau. Il y a des personnes, tu vois, qui arrivent en cabinet avec... parfois la vision très claire de ça me bloque dans ma vie, cet événement me ralentit dans ma vie, me pourrit la vie, tu vois, même on peut... Et puis il y a des personnes qui arrivent avec quelque chose obstrue mon cheminement, je le sens, c'est assez souvent localisé, ça peut être comme un des exemples d'ailleurs, par exemple la peur de mourir d'un cancer. Tu vois, il y a un des récits dans les 9 qui est très très touchant d'ailleurs, je trouve, comme les autres évidemment, mais voilà, qui a une tonalité un peu particulière, celui-là. Cette personne est arrivée, en l'occurrence, non pas en thérapie personnelle, individuelle au cabinet, mais parce qu'elle avait déjà beaucoup cheminé par ailleurs dans différents courants d'ailleurs thérapeutiques, alternatifs. Elle est arrivée simplement comment dirais-je, pour travailler sur une journée en atelier de constellation familiale. C'était la dernière technique, je dis elle, mais c'est donc un homme. Cet homme avait pratiqué pas mal de thérapies différentes, combinées, pour clarifier un certain nombre de choses dans son existence. Et celle-ci, il n'avait jamais travaillé pour autant le travail en constellation familiale. On y reviendra pour évidemment détailler un petit peu cette technique qui est à mon avis une des plus efficientes. Tu vois, pour cet exemple-là, cet homme est arrivé avec la clarté sur la situation problématique qui lui pesait, à savoir j'ai peur de mourir d'un cancer. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu peur de mourir d'un cancer. Je ne sais pas d'où ça vient, tu vois. Donc là, on est sur quelque chose qui très clairement touche les mémoires transgénérationnelles, et évidemment, on a investigué sur sa généalogie et l'événementiel de sa généalogie pour arriver
comment dirais-je, à la décision en effet de réaliser, de travailler, de préparer une constellation familiale. La suite est dans le livre. On ne va pas se focaliser que sur cet exemple-là, mais voilà, ça répond un peu à ta question. En effet, chacun arrive avec ou dans une posture différente en travail de développement personnel. Ok. Est-ce Comme que tu le sais d'ailleurs. tu peux nous donner d'autres exemples, justement, d'autres récits que tu Oui. sais? Donc, j'ai eu à cœur en fait de vraiment varier au maximum les thématiques de ces différentes thérapies qui ont pu être soit des thérapies brèves, soit des thérapies longues jusqu'à plusieurs années, soit des thérapies avec une seule technique, soit des thérapies combinées avec différentes techniques, et notamment certaines en incluant la dynamique manuelle psychocorporelle. Pour en particulier toucher le plus grand nombre de personnes. C'était vraiment mon objectif, en fin de compte, pouvoir permettre à ce que le maximum de personnes, en tout cas dans celles qui liraient cet ouvrage, pourraient de près ou de loin se reconnaître. Hein. C'était vraiment mon envie, oui, je pourrais dire centrale, quoi. Il y a donc ce premier récit, cet exemple sur une problématique transgénérationnelle. Il y a un autre exemple qui est une problématique également transgénérationnelle qui touche 3 générations et qui parle en fait d'inceste sur 3 générations, tu vois, vraiment qui parle d'un schéma répétitif d'abus sexuels au cœur de la famille. Donc, bien malheureusement, j'ai conscience que c'est un sujet, oui, de près ou de loin, qui risque de toucher bon nombre de personnes. Ouais. Il y a également un sujet qui me touche beaucoup, d'autant que la personne avec qui j'ai travaillé, qui nous écoute, je crois, ou qui nous écoutera, c'est sûr, si elle est au travail mobilisée, est devenue une amie. Eh bien, pour elle, nous avons travaillé également en constellation familiale, la dynamique de, comment dire, nous avons travaillé sur son besoin de faire alliance avec la situation de fin de vie que sa mère traversait, sa maman, pour laquelle elle a des sentiments très très forts, beaucoup d'admiration, etc., et qui était évidemment dans ce passage des plus délicats, et qui peinait, tu vois, à trouver la bonne posture, qui peinait elle-même et sa maman de même, en fait, et elles deux dans cet amour très très étroit qu'elles partagent, était très, je dirais, maladroite, et finalement éviter sans cesse le plus important, qui était de préparer cette fin de vie qui approchait. Donc, on a fait un très très beau travail, et elle en a parlé à plusieurs moments ensuite. Elle m'en a encore parlé récemment d'ailleurs, qui a, je dirais, favorisé, en tout cas fluidifié ce qui empêchait, tu vois, cette espèce de barrière. On a un rapport dans notre culture occidentale à la mort qui est encore très très compliqué, en fait, pas du tout fluide. Et donc, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très très important, puisque c'est un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, qui nous concernera en propre à un moment ou à un autre. Okay. Voilà, c'est un sujet en effet très, je crois, touchant également. Un autre sujet, toujours dans la dynamique des abus sexuels, concerne en effet un viol d'une petite fille en colonie de vacances. Donc là, on est sur une autre dynamique, on n'est pas dans la famille, on est vraiment à l'extérieur, c'est totalement autre chose qui s'est produit, si ce n'est que intérieurement, la même implosion a eu lieu, et le même, je dirais, cataclysme qui a produit d'ailleurs chez ces deux personnes une amnésie. Donc c'est très, très intéressant justement aussi d'aborder le principe de l'amnésie comme une des conséquences du traumatisme, du choc traumatique. Un autre sujet, un autre récit qui, lui, une autre thérapie qui s'est avérée s'étaler sur de nombreuses années. On a travaillé 6-7 ans ensemble, concerne un homme qui avait besoin de clarifier son identité sexuelle. Donc là, on parle d'homosexualité masculine et de toute, finalement, tout ce qui intérieurement chez cet homme, d'une qualité très subtile par ailleurs, faisait obstacle, et de tout ce qui, dans son héritage familial, culturel,
faisait également obstacle. Donc il y a tout un cheminement vers retrouver sa nature profonde, répondre à ses besoins profonds, à son identité profonde, tout en même temps que comment finalement il a réussi à faire une nouvelle rencontre avec sa famille qui rejetait totalement en bloc d'abord la simple idée de l'homosexualité. Donc c'est tout un chemin qui a été vraiment très touchant, très profond, très laborieux et qui est merveilleusement abouti aujourd'hui pour lui. J'en suis ravie pour lui. Voilà un autre exemple. Il y a également un exemple qui a été travaillé également en constellation familiale, non pas en groupe, avec cette personne qui ne souhaitait pas travailler en groupe, mais en constellation familiale en individuel, donc au cabinet, simplement entre elle et moi, et des représentations inertes qui canalisaient en tout cas l'énergie dont elle avait besoin pour pouvoir cheminer. Le cas de cette dame, c'est une dame, est un traumatisme de son enfance, la mort de son petit cousin qui est arrivé accidentellement dans une situation que je ne veux pas détailler maintenant, mais qui a fait porter sur elle une culpabilité énorme d'être restée en vie d'une certaine manière pour faire court à la place de ce cousin, puisqu'il y avait un échange de vélo sur un parcours retour, tu vois, de la rivière. Et c'était finalement elle qui aurait dû prendre le vélo et il en a été autrement. C'est son petit cousin qui l'a pris et l'accident mortel a eu lieu. Donc elle a vécu, cette petite fille de ce moment-là, avec cette culpabilité d'être restée en vie à la place de ce cousin, et toute une famille qui, pour une grande partie dans les débuts en tout cas, n'a pas été en mesure de faire face à ce drame, donc qui a beaucoup enfoui des années durant cette histoire qui les a frappés. Donc elle fait un chemin, elle est grand-mère aujourd'hui, elle fait un chemin, tu vois, même tard pourrait-on dire, pour c'est vraiment les mots qu'elle avait utilisés quand elle était arrivée, pour stopper la chaîne de transmission, pour ne pas véhiculer, retransmettre vers ces deux petites filles cette espèce de charge qui a pesé sur ses épaules toute sa vie durant. Voilà, donc je ne sais plus à combien j'en suis, mais voilà quelques exemples. Oui, donc ce qui veut dire que, comme tu le disais, globalement, on peut tous se retrouver à un moment donné dans ce livre. Et c'est ce qui est intéressant à mon sens, c'est que ça va parler à tout le monde, de près ou de loin. Oui, en tout cas, c'est pas une vérité absolue, mais en tout cas, encore une fois, le point de départ, c'était ça, c'est pouvoir partager au plus grand nombre, parce que la motivation de ce livre, c'était ça, c'était partager au plus grand nombre, alors non pas au premier plan des récits thérapeutiques qui par ailleurs sont en tout cas de mon point de vue extrêmement poignants, mais de partager d'abord de permettre aux personnes qui ne le sauraient pas, et je découvre que quand même bon nombre de personnes ne connaissent pas les différentes techniques thérapeutiques à notre disposition pour s'emparer des différents traumas, et certaines techniques sont vraiment très très adaptées pour certains traumas. Donc c'était surtout ça en fait l'objectif de mon livre, pouvoir élargir le regard auprès en tout cas des personnes qui n'auraient pas ces informations de eh bien ça oui ça peut se travailler de cette façon-là, eh bien ça oui ça peut se travailler de cette façon-là aussi. Donc les 9 récits que j'ai choisis d'une certaine manière combinent oui des sujets, des thématiques douloureuses différentes, mais au fond ce qui m'a surtout motivée, c'est de pouvoir au travers de ces thématiques différentes, de pouvoir présenter les différentes techniques qui ont permis je pourrais dire de les transcender, de les clarifier. Ouais, je me rends compte, je reçois donc depuis pas mal d'années maintenant au cabinet, et je me rends compte que, alors même que l'on sait que je dirais la dynamique du développement personnel est très développée aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir à notre disposition des tas de lieux d'ouverture, de partage qui nous conduisent sur ces chemins d'introspection. Et pour autant, j'ai pas mal de personnes, tu vois, qui arrivent au cabinet avec bien sûr leur douleur, leurs problématiques, leurs difficultés, et qui n'ont pas du tout idée de comment on peut s'en emparer en fait. Donc je fais ce constat-là, je pars de ce constat-là, que ces différentes techniques, pour certaines éminemment efficientes,
ont besoin d'être répandus le plus grandement possible. Et par ce livre, j'ai voulu y contribuer. Bien d'autres moyens et personnes y ont contribué, évidemment. Et je rajoute ma petite graine à l'édifice. Les personnes qui viennent te voir en cabinet, globalement, ils viennent pourquoi ? Je pourrais dire de façon un peu généraliste, soit pour des difficultés présentes, à savoir pour la vie de maintenant, une difficulté par rapport à la sphère professionnelle ou par rapport à la sphère familiale, encore des conflits très agissants, très brutaux pour certains dans le cadre de la famille. Et quand je parle de famille, je parle de famille d'origine, donc avec papa, maman, les frères, les sœurs, les oncles, ou avec la famille actuelle. On peut vraiment être en difficulté majeure, notamment dans la sphère affective, bien sûr, on le sait tous. Donc, soit ça va concerner, on peut dire, le présent, soit ça va concerner, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, des difficultés d'aujourd'hui que l'on sait être en lien avec des situations passées. Donc, soit dans mon enfance, et là on parle d'expériences vécues qui ont laissé une sorte d'onde de choc encore agissante qui m'empêche de m'épanouir, soit, comme je le disais, des situations non traitées, non pacifiées par mes chers ancêtres dont je suis loyal héritier ou héritière. Donc, on peut dire d'une certaine manière que les deux façons, ça serait ça, tu vois, d'arriver en thérapie. On arrive assez rarement quand on va bien. C'est assez regrettable d'ailleurs parce que je considère qu'on fait de très beaux pas lorsque justement on est allégé de charges émotionnelles très fortes, tu vois, et quand il est question de finalement non pas de clarifier des blessures, mais finalement d'apprendre à se connaître. C'est d'ailleurs le pan de ma pratique que je partage avec Stéphane. La connaissance de soi, où là on aborde notre constitution innée qui n'a du coup plus rien à voir, si ce n'est si on regarde cela au prisme d'un courant karmique, pourquoi pas, mais en tout cas qui n'a plus rien à voir avec finalement une blessure à un moment ou à un autre de ma généalogie, tu vois. Le fait de comprendre comment je suis constituée et de comprendre au fond quels sont mes besoins profonds n'a rien à voir avec j'ai souffert de ça ou ça quand j'étais enfant. Oui, c'est clair. Oui, c'est des démarches très personnelles. Oui, personnel, ça c'est sûr, mais en tout cas, pour ainsi dire, quelque part dissocié, tu vois, je peux avoir le besoin d'apprendre à me connaître, et ce serait peut-être un profil de personne qui arriverait en thérapie, ou en tout cas en lieu je pense qu'en effet, en thérapie, c'est quand même l'endroit le plus approprié pour découvrir son fonctionnement. Mais ce serait merveilleux que des personnes viennent juste avec cette dynamique-là de connaissance de soi, en fait. Le lieu de la thérapie, à mon avis, n'est pas que celui de... j'aimerais beaucoup accompagner davantage de personnes finalement qui vont bien, mais qui ont juste l'espace et la curiosité et la gourmandise et le besoin et la quête de comprendre leur fonctionnement profond, quoi, pour faire les meilleurs choix dans leur vie. Si tu proposes des stages et des ateliers en parallèle, c'est que c'est complémentaire à l'approche que tu fais en cabinet, j'imagine ? Oui, absolument. Ouais. C'est-à-dire qu'en cabinet, peut-être déjà dire qu'en effet, il y a deux publics. Il y a les personnes qui sont OK pour venir travailler en groupe à un moment ou un autre de leur processus de travail qui sera bien le plus opportun. Et puis, il y a les personnes qui ne sont pas OK pour venir travailler en groupe. Donc, tant mieux que l'on puisse proposer, bien sûr, des approches différentes, des accompagnements différents. Donc, en effet, en cabinet, il est question de façon beaucoup plus individuelle, de façon beaucoup plus intimiste, de façon, comment dirais-je, dans une proximité beaucoup plus importante d'allumer des projecteurs sur ce qui fait obstacle, souffrance. Pour ce faire, j'ai dans ma boîte à outils différentes techniques qui sont, je dirais, spécialement destinées à l'individuel. Et puis, et là, il est vrai que j'encourage le plus souvent à un moment ou à un autre, en tout cas les personnes qui sont engagées de façon
importante. Quand je dis engagée de façon importante, ça ne veut pas dire qu'il faut passer 30 ans en thérapie. Mais en effet, il est difficile en fait de sortir des baguettes magiques et puis de régler toute une histoire de vie en 3 séances et demie. Donc c'est vrai que ça demande de s'installer un certain temps dans cet engagement avec soi. Courageux d'ailleurs, parce qu'on va traverser dans une thérapie des moments qui sont assez souvent pas confortables. Retourner dans des endroits de blessure, c'est d'abord pas confortable, de toute évidence. Et notre croyance, notre observation, notre certitude en fait à Stéphane et moi-même, c'est qu'en effet, à un moment donné, il est quand même très très opportun de venir travailler en groupe pour différentes raisons incontestables, je dirais. Mais c'est ok, bien sûr, si l'accès n'est pas possible, on va faire autrement. J'ai abordé en effet le travail de groupe, où il est question de pouvoir proposer des structures de travail, des techniques différentes, dont certaines ne sont pas possibles dans le 2 d'un cabinet. Donc déjà, voilà une des raisons incontestable de l'intérêt de venir travailler en groupe. Et en l'occurrence, quand même quelque chose de très important a lieu dans un travail thérapeutique de groupe, c'est le, comment dirais-je, ce que produit l'égrégore thérapeutique, ce que produit le groupe est bien plus fort d'une certaine manière au plan énergétique, émotionnel, transférentiel aussi. Les transferts sont beaucoup plus nombreux, évidemment, quand on travaille à 5, à 8, à 10, à 12, que dans le simple face-à-face d'un cabinet. Donc, tout ça, c'est autant finalement d'opportunités d'aller naviguer dans le maximum d'endroits de nos difficultés, de nos intrications souvent obscures au début. Et vous êtes combien dans ces ateliers ? Alors, les ateliers mensuels que j'anime en constellation familiale et archétypale ne sont pas limités, mais ça s'autorégule assez naturellement toujours. Autour de, il y a 5 personnes qui constellent et il y a en général 5, 6, 7, 8, tu vois, personnes qui sont représentantes et parfois 1 ou 2 personnes qui sont juste observatrices, témoins, qui font le pas à pas, tu vois, très comment dirais-je, prudent, de d'abord venir observer et puis ensuite la fois suivante viennent pour être dans la pratique active, donc en qualité de représentant, et puis la fois suivante, bon nombre d'ailleurs suivent ces 3 étapes, mais la majorité ne suivent que les 2, donc représentants, pour la fois suivante travailler leurs propres problématiques en constellation. Donc voilà pour ce qui est des ateliers donc à la journée. Ensuite pour les stages, alors les stages que j'anime tous les 2 mois, qui se déroulent sur 2 à 3 jours, là sont limités à 10 personnes. Et puis 2 d'entre eux qui sont animés à l'extérieur, hors les murs, dans un très beau lieu en plein cœur des Cévennes d'ailleurs, toujours. Eux sont limités à 16 personnes. Voilà, en tout cas 16 personnes pour l'un d'entre les 2 que je co-anime avec Stéphane. C'est un très bon nombre. À plus d'un titre, c'est un très bon nombre, suffisamment important pour que, comme je le disais, les différents transferts aient lieu, en mettant autant de situations à traverser, à transcender pour chacun. Et puis pas trop, pour ne pas perdre ce qui nous est très cher à Stéphane et à moi, la dynamique du lien, en fait, de la proximité du lien. Tu vois, quand on est dans un groupe, j'ai pu travailler un certain temps dans des groupes assez importants, jusqu'à 50 personnes, des groupes thérapeutiques jusqu'à 50 personnes, 60 même, dans le psychocorporel, pourtant. Ça offre des choses très intéressantes aussi. Vraiment, c'est pas du tout l'idée de dire que ce n'est pas bien, mais de mon point de vue, en tout cas de notre point de vue, en tout cas, dans la signature thérapeutique qui est nôtre, la notion de la proximité et de la qualité du lien prime. Donc, il est nécessaire de ne pas aborder un travail à trop de personnes, tu vois, avec trop de personnes. Vous restez en huis clos ou chacun rentre chez soi le soir ou Non, c'est toujours des travails, toujours des séminaires résidentiels. C'est important, très important de ne pas rentrer chez soi. Très, très important. Certaines personnes, parfois,
Bon, le fond, on peut l'accorder quelquefois, ça m'est arrivé quelquefois de l'accorder, avec des contraintes un peu, j'aime pas trop faire ça, mais avec des contraintes un peu strictes, tu vois, de ne pas, en rentrant chez soi, faire nos affaires habituelles, nos mails, nos machins, nos SMS, nos bidules, notre vaisselle, notre ménage, nos papiers. L'idée, c'est vraiment, en fait, moi, je considère ces séminaires thérapeutiques comme finalement littéralement un voyage vers soi que l'on s'offre. Donc, tu connais bien les voyages, c'est un aspect important dans ta vie. Tu vois, quand on part en voyage, on part, en fait. Et il y a besoin qu'on lâche, en fait, avec tout ce qui nous, pas forcément nous pèse, mais en tout cas, tout ce qui est là dans ce quotidien, qui, quand même, assez souvent, nous empêche de regarder probablement le plus important au fond de nous. Donc, voilà, rester dans la sphère et dans la dynamique, dans l'égrégore, me paraît essentiel. Aussi parce que dans les antres, beaucoup de choses se passent, se partagent, qui me semblent très, très intéressantes et utiles, en fait, aux différents processus de chacun, tu vois. Oui, ça ne m'étonne pas, ouais. Alors, je sais que c'est pas évident de donner une définition de la constellation familiale. Je vais revenir. Ouais. C'est pas simple. Mais par contre, peut-être que tu peux nous expliquer comment se déroule justement semaine ou qu'on ait un peu un ordre d'idée, parce que c'est vrai que je me laisse imaginer que dans l'inconscient collectif, constellation familiale, bon, on peut avoir un ordre d'idée, mais peut-être qu'en nous expliquant ce qui s'y passe, ça va peut-être mettre des images ou sur ce que ça peut être. Ou tu peux te lancer sur une définition, c'est comme tu le sens. Alors, on en a parlé ensemble. C'est vrai que c'est une question à laquelle j'aime pas trop répondre, en tout cas de cette façon-là, un peu intellectuelle, parce que c'est pas simple, en fait, je crois. D'ailleurs, pour tout te dire, c'est une question qui m'est assez souvent posée, pratiquement tous les mois, au moins une fois, enfin au moins par une personne, mais qui intéresse assez souvent 2 ou 3, souvent les personnes évidemment qui découvrent pour la première fois, bien sûr. Et assez souvent, la réponse que je leur fais, elle est très, très, très simplifiée, elle est très courte, et je les invite tout simplement à avoir la patience d'attendre la fin de la journée, après que l'on ait fait l'expérience des 5 heures de constellation. Et au fond, ce qui se passe à la fin de la journée est pratiquement à chaque fois la même chose, c'est que elles ont leur réponse en fait par l'expérience. Alors, je vais quand même essayer de te répondre, Julien, parce qu'on ne va pas faire 5 heures de constellation. Et c'est vrai que ça me paraît important, bien sûr, d'éclairer un petit peu. Alors, cette technique. Bon, je peux dire d'une manière un petit peu généraliste, c'est une technique. Alors, on en parle souvent avec ces 2 mots, constellation familiale. Donc, on se dit, ok, ça concerne le familial. C'est vrai. La dynamique de cette technique, en tout cas, plutôt comment dirais-je, cette technique en tant que telle est plutôt une technique de constellation systémique. Ça veut dire qu'on va travailler un système. Et à partir de quoi on travaille un système familial, en effet, et il est vrai principalement, puisque c'est, à mon avis, une des techniques les plus efficientes, les plus pertinentes, en fait, pour travailler le familial et en particulier le transgénérationnel. En tout cas, pour ce qui est de travailler le transgénérationnel, c'est pratiquement, de mon point de vue, bien sûr, je n'ai pas la vérité universelle, mais de mon point de vue, c'est la technique... Par excellence. Numéro 1, en fait, tu vois, le familial, on peut le travailler par bien d'autres approches, mais le transgénérationnel, c'est vraiment particulier, et la dynamique de la constellation est très, 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 comment dirais-je, opportune, puisque là, il est question d'un principe de canalisation. Donc, comment ça se passe une constellation ? On va donc reconstituer un système, donc comme je le disais, soit familial, soit c'est l'autre type de constellation que je pratique mensuellement, soit archétypal. Donc là, ça raconte quoi ? Ça veut dire on va consteller, on va mettre en jeu, en énergie, en énergétique, en système. On va consteller différentes parties, différentes facettes de notre constitution intérieure. De même qu'on pourrait consteller avec différentes émotions, ce qui revient un petit peu au même finalement. De même qu'on peut consteller des systèmes relationnels. Tu vois, j'ai un conflit avec ma meilleure amie, il y a eu trahison, que sais-je, ça me bouleverse, etc. Donc, on va reconstituer avec le nombre de membres dont on a besoin, d'entités dont on a besoin, tu vois, le système qui fait souffrance.
Donc reconstituer, ça veut dire que j'ai parlé de représentant tout à l'heure. Ça veut dire que dans l'assemblée, je vais choisir, je vais inviter telle personne ou telle autre à bien vouloir représenter bien mon père, ma mère, ma culpabilité, qu'importe, tu vois. Bien sûr, chacune est libre d'accepter l'invitation ou de décliner, et j'ai soin de le préciser à chaque fois parce que c'est vraiment très important de surtout ne pas y aller le cœur fermé, tu vois, puisque ça se sentira dans la constellation, et ça m'est arrivé d'ailleurs quelques fois, c'est assez rare, mais et de devoir de façon très fluide en tout cas inviter la personne à se retirer parce qu'au fond elle n'était pas ouverte à être canalisée, et c'était pas opportun pour celle qui constellait. Donc on accepte ou on refuse une invitation à représenter et à aller se laisser canaliser par l'énergie d'une entité. Et ensuite, la personne dans l'espace, une fois que les 3, 4, 5 entités sont, on va dire, représentées par le choix des différents participants, eh bien, la personne qui constelle va disposer le plus intuitivement possible à partir de ce moment-là. J'insiste toujours beaucoup sur le fait de ne rien chercher à savoir bien faire, de ne rien chercher avec le mental, ce qui n'est pas évidemment facile, tu vois, de couper avec le mental. Mais voilà, la préparation, en tout cas, que je leur propose, y contribue, et chacun fait comme c'est possible, quoi. Donc, simplement, il sera question de disposer dans l'espace ces différentes entités, à partir de quoi on peut considérer, même si ça a déjà commencé un peu avant de mon point de vue, mais on peut considérer que la constellation a déjà un peu commencé. Et à ce moment-là, il va se passer cette chose dont j'aime pas trop parler précisément, un peu incroyable, complètement incroyable même, en tout cas pour nos cerveaux occidentaux, très rationnels, assez incroyable, qui est d'être amené à ressentir des choses physiquement, d'être amené à avoir besoin de faire des choses, de dire des choses qui n'appartiennent pas à notre histoire, en fait. Tu vois, et qui vont, et c'est ce qui est complètement bluffant, et le mot est faible, et qui vont parfaitement s'inscrire dans la dynamique que la personne travaille. Tu vois, il n'est pas rare d'avoir vraiment des phrases lorsqu'on fait le feedback après la constellation de la personne qui constelle, qui va nous livrer une remarque de type mais c'est incroyable qu'elle ait dit ça, c'est exactement ce que ma mère disait, par exemple. Tu vois, donc on peut avoir vraiment des phrases et des tonalités, des intentions ou des postures, tu vois, énergétiques, ou des postures, physiques, très très importantes. Ça peut parfois être même spectaculaire, tu vois, impressionnant, très impressionnant. Et alors même, encore une fois, que pour ce qui est donc du représentant en question, ça n'appartient pas à son histoire. Ça va probablement, puisqu'il n'y a pas de hasard, on n'est pas choisi par hasard, on n'accepte pas par hasard de venir canaliser telle et telle énergie. Donc, forcément, à un endroit donné, ça va venir faire écho avec quelque chose de son histoire. C'est probablement, s'il est question de trouver une explication à comment ça marche, probablement pour ça que ça marche si bien. Ce principe de canalisation, mais en tout cas, voilà ce qui s'opère. Et tout un travail se déroule qui va durer, c'est variable, ça peut être parfois très court, tu vois, la prise de conscience ou la résolution des fois émerge très rapidement, 10-15 minutes, et puis au maximum, je dirais 30-40 minutes, maximum 45 minutes, tu vois, après l'énergie retombe, on le sent, et même parfois elle est déjà un peu retombée par passage, alors je m'emploie à la rebooster, si tu veux, à la revitaliser, à redonner une direction mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Et ça conduit, je dirais, je crois que c'est ça finalement qui est le plus important, et qu'on peut un petit peu plus difficilement, de toute évidence, en constellation individuelle, toucher, traverser, en fait. C'est de se trouver au fond à mi-chemin entre... Puisque une situation donnée, on va parler de séquence, par exemple, une séquence familiale dans mon passé, voilà, je sais pas, la violence de mon père ou qu'importe, et ici reconstituée dans le travail de constellation avec ces différents êtres humains qui sont canals, chacun. Eh bien, la personne qui constelle est évidemment très fortement touchée dans ses émotions, le plus souvent. Parce que si elle vient là, c'est que c'est très actif, c'est très allergique, ou tu vois, c'est très présent, quoi. Donc elle est très touchée. Et puis déjà parce que naturellement, juste en tant qu'être humain, de se
de se projeter dans une situation aussi intime dans un groupe, c'est déjà très impressionnant. Donc, elle est déjà très prise par les émotions et tu vois, quand la situation passée, donc que l'on cherche à clarifier, est installée, est déjà très en mouvement et parfois, je le redis, c'est très impressionnant les mouvements qui s'opèrent. Eh bien, elle se retrouve finalement à mi-chemin entre, d'une certaine manière, les émotions qu'elle pouvait ressentir dans ce moment-là du passé, tu vois, de colère ou de tristesse, ou qu'importe, et en même temps qu'elle sait très bien qu'elle est dans un espace thérapeutique, dans son adulte, volontaire et active pour clarifier quelque chose. Et tu vois, c'est cette espèce d'alchimie entre les deux sphères, tu vois, un peu de régression et après tout à fait de pouvoir de l'adulte d'aujourd'hui, qui permettent de faire ce pas à pas vers ce que l'on espère être une résolution, en tout cas une clarification. Il n'est pas question forcément, après une constellation, de sortir, tu vois, avec tout de réglé. Voilà, Oui. et encore une fois, il n'est pas question de magie, tu vois, mais en tout cas, de toute évidence, on met de la lumière. Et même si parfois on peut ressortir avec quelque chose de lourd, parce qu'il arrive qu'émergent des choses tout à fait inattendues, qui sont encore plus impressionnantes finalement, et qui chargent, et en fin de compte, qui ouvrent finalement encore plus clairement ce qui est là, prêt à être clarifié. Donc le processus continue, en fait, c'est juste une étape, une constellation. Et même si parfois c'est une étape très, très, comment dirais-je, efficiente, et dans l'ouvrage dont on parle, effectivement, j'ai choisi des récits. Il y a 4 sujets de constellation familiale, 3 en groupe et 1 en individuel. Et effectivement, pour ces 4-là qui se sont avérées très libératrices, ces expériences, eh bien, oui, les personnes sont reparties avec quelque chose de l'ordre de ça y est, c'est réglé pour moi, c'est plus léger. Ça y est, je le sens, ça ne me pèse plus. Et puis j'ai à cœur toujours, après le travail de groupe, de suivre. Alors certaines personnes, je les accompagne en individuel, donc bien sûr que je les revois. Mais pour celles que j'accompagne pas en individuel, je les invite toujours à me faire des retours après notamment une constellation. Et si tu veux, au plan systémique, après ce qu'on a mis en lumière de façon très impressionnante, eh bien, l'onde de choc positive, pour le coup, continue d'être agissante. Et il n'est pas rare d'avoir des témoignages, tu vois, où quelques temps plus tard, même peut-être sans être vraiment rendu compte d'un coup, tu vois, de se retourner et de dire, c'est ce qu'elle me partage, mais oui, ça fait quand même, ça fait un paquet de temps qu'il n'y a plus de conflit avec ma mère, c'est plus doux, ça passe maintenant. Tu vois, ça s'est fluidifié en fait, hein, ça c'est vraiment, la dynamique systémique, elle est extraordinaire, en particulier pour ça, tu vois, quand moi je travaille, je sais que tu es touchée par cette notion, quand moi je travaille, quand moi je clarifie des nœuds intérieurs, je clarifie autour de moi en fait, je fluidifie, ça se répand, ça interagit avec le système autour de moi. C'est clair, c'est la base. Tu disais que ton mari Stéphane Pérez, je rappelle son bouquin, Traité de connaissance de soi et d'évolution personnelle, tu disais qu'il intervenait aussi dans les stages et dans les ateliers, c'est ça ? Oui, alors les ateliers de constellation, non, je les anime seule. En revanche, les stages, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est en effet notre co-création du début, c'est notre bébé du début. On a monté ce cycle de 8 stages qui sont dédiés chacun à un de nos archétypes, une de nos facettes, hein, puisqu'on travaille dans la psychologie archétypale. Entre-temps, après quelques années de co-animation, il a monté un autre bébé à lui tout seul, pour le coup, qui est sa formation en astrothérapie, où là il voit plus large et comment dirais-je, il aborde cette connaissance à la lumière de différents courants et comment dirais-je, dans une dynamique un peu plus théorique et académique que le travail en stage, où là on est dans l'expérientiel pur. Et donc pour les histoires de disponibilité, on co-anime ensemble plus que 2 stages, et les 6 autres, je les anime seule. D'accord. Et quelle est la complémentarité du coup de Stéphane dans votre approche ? Écoute, à titre personnel et professionnel, je dirais que les connaissances de Stéphane, holistiques, qui me semblent
éminemment pertinente. En tout cas, sa capacité, et c'est vraiment ce qui s'est matérialisé dans cet ouvrage qu'il a rédigé, sa capacité à synthétiser différents courants de pensée est assez précieuse. Pour ce qui me concerne, je dirais que d'une part, c'est lui qui m'a formée dans les connaissances en astrothérapie. Donc, je suis à bonne source. En tout cas, ce que je peux dire qui est très, très important, c'est que la façon que j'ai d'aborder la thérapie aujourd'hui, que j'ai la vision plus large de la constitution innée de la personne. Donc, en fin de compte, on parle d'influence planétaire qui nous impactent et qui régissent nos émotions, donc nos comportements. Donc cette vision-là, si tu veux, moi je l'avais pas jusque-là. J'ai été formée de façon traditionnelle. Lorsque je me suis ouverte grâce à lui à cette vision, et lorsque du coup, tu vois, dans le concret, lorsque je peux, en accueillant une personne qui serait suffisamment ouverte, rapidement regarder son thème astral et donc sa constitution innée, en fait, je gagne un temps fou. Tu vois, donc notre complémentarité, elle se trouve là, en fait. Cette passerelle entre lui et moi, c'est lui en tant qu'ostéo, c'est sa formation de base, qui est un ostéopathe assez particulier, puisqu'il a, je le redis évidemment, cette vision holistique. Donc, il travaille en structurel, bien sûr, mais beaucoup sur les sphères somato-émotionnelles, tu vois, et je dirais de manière plus large sur la dynamique constitutive de la personne. Donc, les personnes qui vont d'abord chez lui pour le plus souvent des bobos structurels, évidemment, il leur ouvre, je dirais, le chemin de la dynamique psycho-émotionnelle, puisqu'il n'y a pas de cristallisation dans la structure s'il n'y a pas en amont un problème émotionnel. Donc, à cet endroit-là, effectivement, on est très partenaire, puisqu'on accompagne un certain nombre de patients ou de clients, en tout cas, avec nos différentes compétences. Et la passerelle qui nous relie, c'est cette espèce de métavision. Je dis ça puisque je vois que tu as affiché le nom tout frais d'aujourd'hui de notre nouveau site. Donc, Métapsy, effectivement, on a rebaptisé notre entité qui était au cœur des mois depuis une dizaine d'années. Voilà, il voit le jour aujourd'hui même, ce nouveau site qui s'appelle Métapsy. Donc c'est vraiment ça, une métavision, c'est-à-dire prendre en compte la dynamique évidemment physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique, comment dirais-je, à des fins de clarification des différentes mémoires traumatiques personnelles et transgénérationnelles. Ça, c'est plutôt ma partie, si je puis dire. Et ce faisant, grâce à un chemin de connaissance de soi, donc au niveau de notre constitution innée, c'est plutôt sa partie que je partage évidemment avec les stages sur les différents archétypes. Et je dirais, pour conclure, en direction de ce qui nous touche et probablement est le plus important pour chacun de nous, trouver le sens de notre existence. C'est clair. C'est un très bon résumé, je trouve. Donc, pour les gens qui veulent te contacter, du coup, c'est quoi, sur metapsy.fr? C'est ce qui est le plus simple? Oui, tout est là. Tout est là, les infos et les différentes pratiques de Stéphane, les miennes également. Donc, c'est finalement une sorte de boutique triple. Il y a d'un côté, effectivement, tout ce que moi je pratique, tout ce que Stéphane pratique, et au centre, tout ce que nous pratiquons ensemble. Donc, on est très contents de ce nouveau bébé qui est visible depuis ce matin sur le net. Bravo. Je crois ne pas me tromper en disant que tu n'es pas très active sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est utile de mentionner qu'on peut contacter sur Facebook ou autre? Écoute, je m'y emploie. Tu fais partie de ces boosters en com, voilà, pour être dans le coup. C'est vrai que c'est pas forcément mon médium préféré, ma dynamique préférée. Bon, voilà, il y a un site qui est là, qui est tout nouveau. Les pages Facebook, quand même, sont un petit peu animées. On fait des posts de temps en temps, pas que sur nos activités, parce que on est aussi touché par l'actualité, donc ça s'élargit un peu. Voilà, on est de plus en plus dans le coup. Et pour les personnes qui seraient sur Montpellier, aux alentours de Montpellier, tu es à Montpellier combien de jours par semaine? Oui, merci pour cette précision. Alors, le cabinet à Montpellier, j'y consulte du lundi matin au mercredi 13h. Ensuite, c'est Stéphane avec qui je partage l'espace qui lui prend le relais, si je puis dire.
Et puis, je travaille également sur notre autre lieu qui est donc à La Roque, dans les Cévennes, tout proche de notre domicile, qui est le lieu en tout cas alors à la fois de consultation, moi j'y consulte les jeudis, mais surtout les lieux de travail de groupe. Donc en fait, tous les mois, j'y anime ce fameux atelier de constellation familiale et archétypale. Et tous les 2 mois, un stage donc sur les archétypes. Et lui, Stéphane, 7 mois par an, comment dirais-je, anime sa formation en astrothérapie. D'accord. Ok. Oui, puis si les gens tapent Marie Faccineri dans un moteur de recherche, on trouve tout de suite en fait sur tes coordonnées, ouais. Oui, maintenant oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ça a pris du temps, mais maintenant oui. Merci beaucoup Marie pour cet échange. J'espère qu'on a éclairé tout le monde. Écoute, j'espère aussi, merci du fond du cœur à toi. C'était très très agréable en fait de partager ce moment, et j'espère en effet avoir été assez claire et avoir touché et sensibilisé certaines ou certains, en tout cas, à aller lire ce livre. Et puis, pour ce qui nous concerne, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir à chacune et à chacun. Bonne route. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?». Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?», qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»